Heureux de vous retrouver sur le sujet de la prévention et du traitement des difficultés économiques d'entreprise. Alors avant de commencer, je vous précise qu'il est possible de poser des questions par écrit via la fenêtre questions que vous avez sur la droite de votre écran, et vous pouvez également partager des informations via la fenêtre chat. Nous prévoyons une durée d'1 heure pour cet exposé et je vous informe qu'un replay sera diffusé par la suite, donc vous pourrez revoir cet exposé. Alors, qui sommes-nous? KPMG est un cabinet de conseil avec 600 professionnels, 17 bureaux en région Hauts-de-France. Ses principaux métiers sont l'audit, l'expertise comptable, le conseil spécialisé avec le département advisory et le métier d'avocat avec KPMG Avocat. Vos intervenants ce matin, il y a tout d'abord moi-même, Christophe Noni, je suis expert comptable, associé advisory en charge de la prévention et de la restructuration d'entreprises en difficulté, service que nous appelons aussi restructuring. Aurélie Salmon, avocate associée. Aurélie est spécialisée en droit des sociétés, droit commercial et droit des procédures collectives. Et notre invité ce matin, Maître Laurent Miquel, administrateur judiciaire, cabinet BMA. Laurent est associé avec Maître Jean-Jacques Bondroit. Ils sont présents dans 5 villes de la région, Lille, Arras, Douai, Valenciennes et Saint-Quentin, et ils interviennent quasiment dans tous les tribunaux de la région. Laurent, je te passe la parole pour introduire le sujet. Oui, merci Christophe et bonjour à tous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est tout simplement de regarder et d'analyser cette crise économique qui est liée à la crise sanitaire du Covid-19. Une crise sanitaire qui a un impact très fort et brutal sur le tissu économique. L'idée du webinaire aujourd'hui, c'est bien de vous exposer les principaux outils et procédures existantes au sein du livre 6 du Code de commerce pour vous permettre de passer au mieux cette crise. Alors, c'est une situation actuelle qui est très incertaine et évolutive, tant sur la matérialisation de la crise, c'est-à-dire qu'elle touche tous les secteurs économiques, toutes les tailles d'entreprise, et également, Christophe vous présentera les outils et l'évolution des mesures publiques de soutien, dont notamment la mesure principale qui est le prêt garanti par l'État. Donc, je passe la parole à Christophe pour qu'il vous présente la principale notion relative à ces procédures. Merci Laurent. Donc on verra trois grands chapitres, une revue des différentes procédures, on fera un état des lieux et on vous présentera quelques outils comme Laurent vous le précisez. Au niveau des procédures, il y a une notion très importante à connaître, c'est la notion de cessation de paiement. Cette notion est définie par le Code de commerce à l'article L631.1 qui dit que tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Ce texte de loi précise également que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation de paiement. Il y a donc deux notions importantes dans cette définition. La notion d'actif disponible et la notion de passif exigible. La notion de passif exigible, elle est facile à comprendre. C'est globalement toutes les dettes qui sont arrivées à échéance. Dès lors que vous avez dépassé l'échéance, la dette devient exigible. Prenons un exemple. Vous avez des factures qui étaient à régler pour le 30 avril. Elles ne sont toujours pas réglées à ce jour. Elles sont donc dans le passif exigible. On peut prendre un autre exemple également, le compte courant d'associé. Ça, c'est une particularité. Sauf disposition particulière, le compte courant d'associé est également un passif exigible. Alors, il y a des exceptions. Si par exemple, vous arrivez à mettre en place des moratoires avec vos créanciers, donc je vous rappelle, un moratoire, c'est la possibilité d'étaler la dette avec un paiement régulier. À partir de là, cette dette moratoriée n'est plus une dette exigible, enfin, elle n'est plus exigée puisque vous avez obtenu de la part de votre créancier une dérogation avec des modalités de paiement. On verra par la suite également qu'il y a possibilité de moratorier ces dettes fiscales et sociales, avec notamment le recours à la CCSF. Ça peut être important de bien comprendre cet aspect-là parce qu'on peut, dans certains cas, sortir de l'état de cessation de paiement, rien que par exemple en moratoriant toutes ces dettes fiscales et sociales auprès de la CCSF. Au niveau de l'actif disponible, il y a deux choses.
la trésorerie, donc la caisse, les valeurs mobilières de placement, toutes les liquidités que vous avez en banque. On peut également prendre en compte les créances clients encaissables très rapidement, sous quelques jours, et les réserves de crédit non utilisées. Il faut bien comprendre que cette notion d'actifs disponibles doit bien être différenciée de l'état d'insolvabilité, parce que on va exclure tout ce qui est bien mobilier, stock, IMO, participation, créances sur les filiales. Dès lors qu'elles ne sont pas immédiatement mobilisables, vous n'avez pas de ligne de crédit disponible sur ces biens-là, automatiquement, ça ne rentre pas dans l'actif disponible. La conséquence de tout ça, c'est que si votre passif exigible est supérieur à votre actif disponible, vous êtes en situation d'état de cessation de paiement et vous devez, c'est la loi qui le précise, procéder à une déclaration au tribunal de commerce au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition. Si vous ne le faites pas, votre responsabilité de dirigeant peut être engagée. Donc retenez bien comprendre si vous êtes ou pas en état de cessation des paiements. Si vous êtes en état de cessation des paiements, vous remplissez le document, vous allez le déposer au greffe du tribunal de commerce du siège social de l'entreprise. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous aurez l'ouverture d'une procédure collective, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Je passe la parole à Aurélie pour qu'elle vous apporte quelques précisions sur le contexte de la crise Covid-19. Merci Christophe. Alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, quelques petits points complémentaires par rapport à ce qui vient de vous être exposé sur cet état de cessation des paiements. La première chose, c'est que cet état ou non de cessation des paiements va être un critère déterminant de choix entre les différents types de procédures. Suivant que vous êtes ou pas en état de cessation des paiements, vous allez pouvoir bénéficier ou non d'une procédure amiable ou devoir envisager une procédure judiciaire. Précision supplémentaire également, c'est que si vous êtes dans un groupe de sociétés, cet état de cessation des paiements s'apprécie société par société. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien l'ensemble du groupe qui est en état de cessation des paiements, c'est vraiment entité par entité. Ce qui va avoir également des conséquences, puisque si vous êtes en intragroupe et que vous avez des flux de dettes ou de créances, on peut penser que le passif sera certes exigible, mais ne sera pas exigé par l'autre société du groupe, ce qui pourrait permettre de sortir de cet état de cessation des paiements. Cette date de cessation des paiements, elle a également une importance qui n'est pas négligeable parce qu'elle va marquer le point de départ de ce qu'on appelle la période suspecte et qui peut remonter à 18 mois au maximum avant la date du jugement d'ouverture. Et cette période suspecte, c'est une période pendant laquelle le tribunal va examiner à la loupe les actes qui ont été accomplis par l'entreprise et par le chef d'entreprise pour s'assurer notamment du respect parfait de l'égalité entre les créanciers. Très souvent, on peut être sollicité par des clients qui ont des difficultés de trésorerie, qui peuvent éventuellement avoir envie de privilégier tel ou tel fournisseur essentiel ou bien accorder une garantie supplémentaire à un prêteur de deniers pour pouvoir rebondir, se sortir d'une situation un peu tendue. Il faut évidemment être toujours extrêmement vigilant puisque si un acte est passé pendant la période suspecte et qu'il rompt cette égalité entre les créanciers, sa nullité pourrait être prononcée. On pourrait imaginer également d'ailleurs que la responsabilité du dirigeant soit engagée. Point complémentaire également sur cet état de cessation des paiements, c'est le fait que ne sont pas prises en compte ni en considération les créances qui ont été contestées par la société. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez un créancier qui exige le paiement d'une somme d'argent parfois totalement disproportionnée que vous devez immédiatement vous considérer comme étant en état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Si vous contestez être redevable de cette somme, alors la contestation doit se faire par écrit et j'aurais tendance à dire à minima par lettre recommandée avec accusé de réception. L'idéal étant le cas échéant de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles. On ne va pas prendre en compte en fait cette dette de la société pour examiner le fait de savoir si elle est ou non en état de cessation des paiements. Donc ça, combiné au fait que le passif doit être non seulement exigible, mais aussi exigé, ça laisse quand même une certaine marge d'appréciation dans cet état de cessation des paiements.
à tel point d'ailleurs qu'il appartient à la société débitrice de démontrer, lorsqu'elle demande l'ouverture d'une procédure, qu'elle était bien en état de cessation des paiements. Pourquoi? Parce que on voit toujours les procédures collectives comme étant nécessairement un élément négatif, une sanction ou un échec. Et en réalité, on va vous présenter ces différents types de procédures pour vous montrer que parfois, et on l'espère le plus souvent possible, au contraire, ce sont des procédures qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir se redresser, de pouvoir bénéficier de certaines mesures qui seront vraiment propres et qui seront très coercitives à l'égard des créanciers pour permettre d'envisager ce redressement dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut démontrer qu'on est bien en état de cessation des paiements. Alors, petite précision également sur nos différentes mesures Covid. Nous avons une première ordonnance le 27 mars 2020 qui explique qu'on gèle en fait l'examen de cet état ou non de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020. Autrement dit, si le 12 mars 2020 à 0h00, la société n'était pas en état de cessation des paiements, on va considérer qu'il en sera ainsi pendant toute la durée de l'état d'urgence majoré de 3 mois. Alors, comme l'état d'urgence a été prolongé par la loi du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet, nous avons eu une ordonnance complémentaire le 20 mai 2020 qui nous précise quand même que ce délai est de 3 mois à compter du 24 mai. Donc en réalité, on va examiner la situation de la société au 12 mars 2020 et ça jusqu'au 23 août 2020. Pendant toute cette période, 12 mars, 23 août 2020, si la société n'était pas en état de cessation des paiements à l'ouverture, donc au 11 mars à 23h59, elle sera réputée ne pas l'être, ce qui va évidemment pouvoir entraîner plusieurs conséquences. La première sur le choix des procédures, la seconde sur le fait de pouvoir et de devoir ou non déclarer l'état de cessation des paiements. Et là-dessus, comme on vous l'indique, ça va devenir optionnel. Alors, ce n'est pas parce que c'est optionnel qu'il ne faut pas saisir le tribunal le plus rapidement possible des éventuelles difficultés. On y reviendra avec Laurent Miquel, mais si l'entreprise tarde trop à déclarer l'état de cessation des paiements ou à faire part de ces difficultés, il peut y avoir, dans les cas les plus extrêmes, une mise en cause de la responsabilité du dirigeant, mais c'est surtout une grande perte et une véritable perte de chance pour l'entreprise de pouvoir se redresser. Voilà, sur ces quelques précisions sur l'état de cessation des paiements. Alors, sur le slide suivant, on vous a mis un petit tableau d'ensemble en fait des diverses procédures qu'on va vous exposer plus en détail. Il y a deux catégories de procédures, les procédures qu'on appelle les procédures amiables, donc mandat ad hoc, conciliation, et on a ce qu'on appelle les procédures collectives, qui sont les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Et donc qui sont guidées par l'état ou non de cessation des paiements, qu'on a essayé de vous symboliser par ou de vous schématiser par une espèce de flèche sur la diapositive qui suit. Voilà, si vous êtes en état de cessation des paiements, comme vous le voyez, on est nécessairement sur du redressement ou de la liquidation judiciaire. Si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, que vous l'êtes depuis moins de 45 jours, vous pouvez bénéficier du mandat ad hoc, de la conciliation et dans certains cas, au regard de nos fameuses dispositions Covid, de la sauvegarde. Nous allons vous détailler, donc, pour ce qui concerne les procédures amiables et pour ce qui concerne Maître Miquel, les procédures collectives. Alors Laurent, je ne sais pas si tu souhaites compléter à ce stade ou si on détaille par la suite. Non, un simple mot rapide sur l'état de cessation des paiements. Comme vous l'a dit Aurélie, effectivement, tout sera apprécié finalement au 12 mars 2020. Il reste néanmoins que c'est la théorie juridique liée à cette ordonnance du 27 mars, mais il restera un petit peu le nerf de la guerre de toutes ces procédures, c'est finalement votre état de trésorerie. Ce que je veux dire, c'est que si au 31 mai, vous ne serez pas à même de payer les salaires, vous aurez beau être réputé de ne pas être en état de cessation des paiements au 12 mars, il faudra bien affronter la réalité de la trésorerie et se tourner vers, selon moi, vers la procédure la plus adaptée. Et on va vous les présenter avec Aurélie. Je te redonne la parole. Merci. Donc, nous avons vu cette définition de l'état de cessation des paiements.
Nous avons vu nos mesures Covid pour la période 12 mars-23 août 2020. On va vous détailler maintenant chacune des procédures sur 2 ou 3 slides sur lesquels en fait on abordera sujet par sujet ce qui est possible ou pas. Donc là, vous avez un tableau de synthèse. Donc tout dépend vraiment de l'état dans lequel se trouvait la société concernée au 12 mars. Là-dessus, on attire aussi votre attention sur le fait qu'un certain nombre de tribunaux de commerce partout en France ont déjà fait savoir qu'ils examineraient évidemment avec une attention tout à fait soutenue la situation réelle de la société. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'affirmer que la société n'était pas en état de cessation des paiements le 12 mars et que c'est pour ça qu'on demande à bénéficier d'une procédure amiable ou qu'on n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements pour que ce soit pris pour argent comptant. Donc réellement, on attire votre attention sur le fait que si vous estimez que votre entreprise se trouvait en état de cessation des paiements au 11 mars, il y a une certaine urgence, évidemment, à saisir le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure collective. De la même manière, ça n'est pas parce que on a ce fameux gel de la date du 12 mars qui vous permet, comme vous le voyez sur la colonne de droite du tableau, de bénéficier de toutes les procédures, qu'elles soient amiables ou judiciaires, qu'il faut nécessairement tarder en se disant qu'on a de toute façon un blanc-seing et qu'on verra ce qui en sort. C'est ce que disait Laurent. Si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire, rien ne sert de faire perdurer les difficultés et au contraire, au plus vite le tribunal est saisi et les mesures éventuellement amiables sont mises en œuvre, au plus elles seront efficaces. On va maintenant vous les détailler donc point par point pour chacune d'entre elles. Donc les procédures amiables sont le mandat ad hoc et la conciliation. On les appelle des procédures amiables tout simplement parce que ce sont des procédures qui sont purement contractuelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des procédures qui sont encadrées par un tribunal, ce sont des procédures dans lesquelles en fait on met ce qu'on veut. Le mandat ad hoc, souvent on l'appelle le couteau suisse des procédures parce qu'en réalité, on va pouvoir, grâce au mandat ad hoc, traiter non seulement des difficultés économiques, mais des difficultés de tous ordres qu'on peut rencontrer dans une société, un conflit entre associés, une difficulté avec un fournisseur particulier, réellement tout ce qu'on souhaite y mettre. Ce sont vraiment des procédures qui sont dans le domaine de la négociation de gré à gré entre les parties avec l'aide d'un mandataire. La procédure est évidemment à l'initiative du dirigeant. En pratique, comment ça se passe? Le dirigeant va saisir le président du tribunal de commerce pour une société commerciale, le président du tribunal judiciaire, anciennement dénommé tribunal de grande instance, pour une société civile ou pour une association, en exposant la difficulté qu'il rencontre et en sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc. On est tellement dans la procédure de gré à gré que régulièrement et j'allais dire nécessairement, préalablement à cette saisine du tribunal, vous allez pouvoir rencontrer les mandataires, exposer les difficultés que vous rencontrez, voir quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées et proposer non seulement le nom du mandataire que vous souhaiteriez voir nommé, mais étudier également la mission qui serait la plus pertinente. Donc, ce sont vraiment des outils qui sont ce que vous souhaitez en faire et ce que vous souhaitez mettre dedans. On n'a pas du tout de dessaisissement du dirigeant, on est vraiment dans la souplesse absolue. La contrepartie de tout ça, c'est qu'en revanche, on n'a aucune coercition, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger la partie avec laquelle vous avez une difficulté, que ce soit un associé, que ce soit un fournisseur, un co-contractant, un client, etc. Vous ne pouvez pas l'obliger à négocier, vous ne pouvez pas l'obliger à trouver un accord avec votre société. Il n'y a pas de pouvoir d'intervention du mandataire ou du tribunal en ce sens. Alors, sous une petite réserve qu'on verra rapidement après, lié à l'ordonnance du 20 mai 2020. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de purement amiable et de purement discuté. L'issue de la procédure, en mandat ad hoc, ce sera un simple accord amiable. En conciliation, on peut avoir un accord qui est constaté et on peut avoir le degré au-dessus qui est un accord homologué. L'accord homologué, ce sont les parties qui ont constaté dans un protocole d'accord
l'accord auquel elles étaient parvenues, les concessions réciproques des parties, et qui sollicite du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, sur requête conjointe, donc l'ensemble des parties, souhaite que le président homologue ce protocole. Et le fait de l'homologuer va lui donner un caractère exécutoire. C'est-à-dire que si une partie n'exécute pas, l'autre partie pourrait éventuellement envisager une exécution forcée des engagements qui n'auraient pas été tenus. Ce sont des procédures qui sont confidentielles, avec une confidentialité qui devient relative en conciliation si l'accord est homologué, puisque dans ces cas-là, vous aurez la mention sur le CAVIS de l'entreprise de l'homologation d'un accord de conciliation et une parution en BODAC. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que ça ne doit absolument pas être un critère de rejet de la procédure de conciliation. Pourquoi? Parce que vous avez un nombre très important de conciliations qui sont ouvertes chaque année, et je pense que Laurent Miquel pourra nous en dire un mot, et qui se soldent, lorsqu'elles se soldent par un accord de conciliation et un accord homologué, envoient en réalité un signal positif, trouvons-nous, à l'égard des partenaires de l'entreprise. D'une part, parce que ça veut dire que cette entreprise n'était pas en état de cessation des paiements, sinon elle n'aurait pas pu bénéficier d'une mesure de conciliation. Et puis d'autre part, ça veut dire également qu'elle a su trouver avec ses partenaires un accord homologué, visé par le tribunal. Donc c'est plutôt un gage de grande réussite, et donc il ne faut pas avoir peur de la conciliation ou la rejeter au motif que si l'accord est homologué, on perd cette mesure de confidentialité. Dernier point également sur l'intérêt de l'homologation de l'accord de conciliation, c'est que si vous avez des créanciers qui font l'effort d'apporter leur concours, un nouveau concours, alors qu'il soit financier, qu'il soit contractuel, dans le cadre de la procédure de conciliation, eh bien, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle du privilège de new money. Ce privilège de new money, ça veut dire que le créancier ou encore l'associé qui apporte en compte courant des fonds nouveaux à l'entreprise va être un créancier privilégié en cas de défaillance par la suite de l'entreprise. Donc, vous avez quand même ici un levier assez important et assez efficace pour permettre d'avoir un refinancement des activités par ce privilège qui est accordé. Toujours sur la procédure de conciliation, je pense au regard des circonstances actuelles qu'on en aura probablement un certain nombre qui seront mises en œuvre, notamment dans les difficultés liées au recouvrement des loyers commerciaux pendant cette période, puisque vous avez dû suivre qu'il y avait un certain nombre d'échanges de posts LinkedIn entre les grandes associations d'entreprises, notamment du retail, expliquant que n'ayant pu vendre et ayant été fermés par mesure administrative, il semblait difficile de payer les loyers, et les bailleurs qui, pour certains d'entre eux, ont indiqué qu'ils accorderaient des remises de loyer, pour d'autres ont indiqué qu'ils accorderaient un étalement des loyers, et pour d'autres semblent indiquer qu'ils n'accorderont rien du tout. Eh bien, je pense que si une entreprise a beaucoup de bailleurs, alors il faut que le nombre soit quand même relativement raisonnable, hein. Si vous avez 1000 sites avec 1000 bailleurs différents, ce sera probablement compliqué. Mais en tout cas, sur ce type de difficulté, le mandat ad hoc, voire la conciliation, peuvent être extrêmement pertinents parce que ça permet d'avoir un certain poids dans la discussion, d'avoir un tiers qui est le mandataire et qui va assister les parties dans leurs discussions, dans les négociations qui sont strictement confidentielles, pour parvenir à un accord qui permettrait d'assurer la préservation des intérêts des entreprises. Alors peut-être rapidement, Christophe, sur le slide suivant, pour que je termine sur le mandat ad hoc et la conciliation. On n'a pas, normalement, dans ce type de procédure, on n'a pas de gel du passif, c'est-à-dire que on ouvre la procédure de mandat ad hoc ou la procédure de conciliation, on doit continuer à payer l'ensemble de ces factures, puisque précisément, l'entreprise n'est pas supposée être en état de cessation des paiements. Alors, l'ordonnance du 20 mai 2020 est venue apporter une précision en matière de procédure de conciliation, indiquant que jusqu'à la date du 31 décembre 2020, le président du tribunal qui avait ouvert la procédure de conciliation serait en mesure
de geler certaines créances et d'interdire le recouvrement forcé sur certaines créances. Donc, je pense que ça va également renforcer l'impact positif de ces mesures amiables et de ces mesures de conciliation, puisque si vous avez, dans le cadre des discussions, dans le cadre de la conciliation, un gros bloc de créanciers qui semblent prêts à discuter et peut-être un ou deux créanciers particulièrement décidants et qui pourraient faire capoter ces discussions, après un examen évidemment approfondi, le président du tribunal de commerce pourrait geler le recouvrement forcé et pourrait empêcher que la société ne bascule en état de cessation des paiements et que la mesure de conciliation ne soit empêchée. Voilà rapidement sur les mesures amiables. Laurent, je te laisse la parole sur les mesures collectives, sauf à compléter. Oui, merci Aurélie. Non, un simple mot sur les procédures amiables. Effectivement, l'administrateur que je suis intervient de manière privilégiée dans toutes ces procédures. Ce qu'on peut en dire, c'est deux choses. Premièrement, elles ont le vent en poupe, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus utilisées par les acteurs économiques. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont des taux de succès qui sont largement supérieurs au taux de succès des procédures collectives. Une statistique nationale en 2019, c'est 70% des procédures amiables ont permis de déboucher à un accord qui a pérennisé l'activité. On est à environ 30% dans les procédures collectives. Et pourquoi? C'est exactement comme l'a dit Aurélie, c'est la confidentialité de ces procédures qui permet tout simplement de déboucher vers un accord. Alors, si ces procédures ne marchent pas ou si la situation de trésorerie de la société est trop obérée, on peut se tourner vers 3 procédures collectives. Et je vais passer rapidement sur la liquidation judiciaire dans laquelle l'administrateur n'intervient pas. Et la liquidation judiciaire, par essence, porte bien son nom. C'est un arrêt tout simplement total de l'activité et le licenciement de l'ensemble du personnel. Nous avons 2 autres procédures collectives qui sont la sauvegarde et le redressement judiciaire. Alors déjà, par différence avec les procédures amiables confidentielles, ces 2 procédures sont publiques et collectives. Qu'est-ce que ça veut dire collective? C'est tout simplement qu'à l'ouverture de la procédure collective par un tribunal de commerce ou un tribunal judiciaire, il y a tout simplement un gel de l'ensemble des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. C'est ce qu'on appelle la discipline collective à l'égard des créanciers. Tout le monde est gelé, tout simplement pour que une période d'observation s'ouvre pendant laquelle la société, avec l'assistance d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire, va tout simplement essayer de démontrer pendant une période qui peut aller jusqu'à 18 mois qu'elle est en mesure de faire face au passif, c'est-à-dire à l'ensemble de ses créances gelées à l'ouverture de la procédure collective. Alors, sauvegarde, redressement judiciaire. En sauvegarde, c'est une procédure qui est à l'initiative exclusive du dirigeant. C'est la seule procédure qui est exclusivement volontariste du livre 6 du Code de commerce, c'est-à-dire que seul le dirigeant peut l'ouvrir. Et la conséquence de cela, c'est que la seule issue de procédure favorable à la société dans le cadre d'une sauvegarde, c'est tout simplement le plan de sauvegarde. Et le plan de sauvegarde, c'est le paiement des dettes sur un maximum de 10 ans. Comme c'est une procédure collective volontariste, il y a une initiative et une incentive pour le dirigeant à aller vers cette procédure, c'est-à-dire que la caution, personne physique et le co-obligé sera protégé pendant toute la période d'observation, mais également pendant toute la durée du plan de sauvegarde. Ce qui veut dire ce qu'on peut voir le plus souvent quand le dirigeant caution personne physique a donné sa caution à une banque pour un emprunt, tant que la période d'observation de la sauvegarde, c'est-à-dire 12 mois, voire 18 mois, et que le plan de sauvegarde à l'issue, c'est-à-dire 10 ans, est en marche, eh bien, la banque ne pourra pas se retourner vers le dirigeant personne physique pour obtenir le paiement de sa créance. La différence avec le redressement judiciaire, c'est déjà la première chose, c'est que la procédure peut être ouverte certes par le dirigeant, mais également par un créancier impayé et par le procureur de la République. La deuxième grande différence, le procureur de la République peut saisir le tribunal qui décidera d'ouvrir ou non un redressement judiciaire. La deuxième grande différence, c'est qu'en redressement judiciaire, il faut qu'il y ait un état de cessation des paiements. Donc, je ne rentre pas dans le détail de l'état de cessation des paiements qu'a donné Christophe et Aurélie, mais il faudra bien apprécier au 12 mars 2020 si vous êtes ou non en état de cessation des paiements. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention, si au 31 mai 2020, vous êtes en état de cessation, mais vous ne l'étiez pas au 12 mars, vous avez effectivement le droit au mandat ad hoc, à la conciliation, à la sauvegarde. Mais si au 31 mai, il n'y a plus de trésorerie et que vous n'êtes pas à même de payer les salaires, il faudra bien se tourner, selon moi, vers une procédure dite de redressement judiciaire, puisqu'il y aura intervention de l'AGS.
Alors, les issues en redressement judiciaire, c'est soit un plan de redressement, qui est l'équivalent du plan de sauvegarde, c'est-à-dire un paiement des dettes sur 10 ans, soit si la société se rend compte avec l'assistance de son administrateur judiciaire qu'elle ne sera pas à même de payer son passif ou qu'il y a une absence manifeste de rentabilité, eh bien, nous pouvons aller vers ce qu'on appelle un appel d'offres de cession et donc une solution de cession. Appel d'offres public, c'est un pouvoir propre de l'administrateur judiciaire de lancer cet appel d'offres. Donc, il y a une recherche publique de repreneurs et ce sera le tribunal in fine qui décidera si oui ou non les offres sont intéressantes et si oui ou non il faut céder les actifs et les activités à une société tierce. Autre différence majeure, évidemment, par rapport au mandat ad hoc et la conciliation, c'est que ces procédures, comme je vous l'ai dit, sont collectives, mais sont par essence publiques. C'est-à-dire qu'il y a une publicité au CABIS, au BODAC et dans un journal d'annonce légale. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant, Christophe, s'il te plaît? Voilà, donc c'est ce que je vous disais, en sauvegarde et en redressement judiciaire, il y a intervention de l'AGS. Donc l'AGS, c'est un organisme étatique qui va prendre en charge les salaires impayés à l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Effectivement, cette mesure, Christophe vous le détaillera par ailleurs, c'est un appel d'air en trésorerie puisque vous n'avez pas à payer vos salaires impayés à l'ouverture de la procédure collective. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans ces deux types de procédures collectives, c'est que finalement, vous avez un ballon d'oxygène à l'ouverture de cette procédure. Vous avez 12 à 18 mois maximum pour démontrer au tribunal que vous êtes à même de payer votre passif. Et à l'issue, si vous êtes à même de payer votre passif, vous aurez un délai maximum de 10 ans pour le faire. Et vous serez assisté dans ces deux procédures par un administrateur judiciaire qui disposera de pouvoirs propres comme l'arrêt de tel ou tel contrat, comme la mise en œuvre de licenciement pour motif économique, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs leviers pour agir sur la réduction des charges, pour un retour à la rentabilité et donc, comme je vous le disais, pour essayer d'arriver à une solution de plan de continuation ou de plan de sauvegarde. Je repasse peut-être la parole à Christophe pour le slide suivant. Merci Laurent, merci Aurélie pour cette présentation qui est très claire. Alors, en synthèse, donc, on va vous présenter 3 situations pour être sûr que vous avez bien tout compris les différentes procédures. Première situation, c'est une société qui peut assurer le financement courant, mais qui a besoin de réaménager quelques engagements financiers avec ses créanciers. Vous comprenez que dans ce cas-là, puisqu'on est avec quelques créanciers et pas l'ensemble des créanciers, on pourra solliciter l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Procédure confidentielle, contractuelle, avec donc cette négociation quelques créanciers. Situation numéro 2, la société n'est plus en mesure de financer la paye. Elle a de grosses difficultés de trésorerie. Elle pourrait poursuivre son activité, mais il faudrait quand même donner un bon coup de pouce avec le gel de l'ensemble de ses dettes. Dans ce cas-là, la procédure de redressement judiciaire est quand même la plus adaptée, puisque la société en plus est en cessation de paiement. Et on pourra faire également intervenir les AGS pour le règlement de tous les salaires impayés à l'ouverture de la procédure. Vous comprenez que la procédure de redressement judiciaire doit être bien gérée parce qu'il est quand même plus intéressant d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avant l'échéance de paye plutôt qu'après parce que ça permet de préserver de la trésorerie. Il faut savoir que pendant le redressement judiciaire, on est en période d'observation et en période d'observation, certes, tout le passif est gelé, mais il va falloir payer les nouvelles dettes d'exploitation nées après le redressement judiciaire et souvent, le fait qu'il y ait eu ce redressement judiciaire, les créanciers demandent du coup des paiements comptants de leurs charges. Donc, du coup, le passif, vous comprenez qu'il est gelé et il fera, si la société est en mesure d'aller vers un plan de continuation avec un plan de remboursement de ses dettes, elle pourra l'étaler sur une période très longue. Le troisième cas, là, c'est la société qui est dans l'incapacité de financer sa poursuite d'activité, de régler ses salaires. On peut imaginer qu'elle a perdu une bonne partie de elle a perdu quelques gros clients. Vraisemblablement, elle ne sera pas en mesure de poursuivre son activité. Là, dans ce cas, autant demander tout de suite l'ouverture de la liquidation judiciaire, puisque la poursuite n'est pas envisageable. Donc, là, je viens de vous présenter 3 situations qui vous donnent vraiment une vision claire
du choix des procédures. Alors Laurent, si tu veux faire un petit point, oui. J'étais en train de lire une question. Donc, on nous demande la différence entre un administrateur et un mandataire judiciaire. Donc, je vais vous l'expliquer en quelques mots très rapidement. L'administrateur judiciaire intervient en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire pour l'assistance à la société en difficulté en vue de son objectif qui est la pérennisation de l'activité. Comme je vous l'ai dit, sauvegarde, on va vers un plan de sauvegarde, redressement judiciaire, plan de redressement ou alors cession. Il intervient également de manière privilégiée en matière de mandat ad hoc et conciliation. Il est généralement désigné soit mandataire ad hoc, soit conciliateur. Sa désignation est facultative dans les sociétés qui ont moins de 20 salariés ou moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et vous avez ensuite le mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a une mission unique. Il représente la collectivité des créanciers. Il était appelé avant le représentant des créanciers. Il est donc chargé d'établir le passif de l'entreprise. Et si malheureusement la société doit aller vers une liquidation judiciaire, il sera alors désigné liquidateur judiciaire. Les deux, administrateurs et mandataires, sous réserve des seuils que je vous ai donnés, interviennent en cas de sauvegarde. Alors, l'utilité des procédures dans la période d'urgence sanitaire. Effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je pense qu'il faut retenir sur le webinaire, c'est vers quelle solution de procédure vous pouvez vous tourner. Ce qu'on dit généralement, c'est que les procédures amiables, elles serviront si vous pouvez, anticiper vos difficultés, si vous avez quand même une visibilité de trésorerie à 3 ou 4 mois, et surtout si vous avez des difficultés de bilan. Ce que j'appelle des difficultés de bilan, c'est des leviers que nous pourrons actionner dans le cadre de la procédure amiable pour tout simplement vous donner un ballon d'air en trésorerie. Et les leviers, quels sont-ils? Il y en a 3 principaux. Généralement, on négocie avec les fournisseurs, par exemple les bailleurs, comme le disait Aurélie. On négocie avec les pouvoirs publics via la commission du chef des services financiers ou la CCSF, c'est-à-dire des moratoires de charges fiscales sociales, et on négocie également de manière privilégiée avec les établissements bancaires et financiers sur lesquels on va solliciter tout simplement des moratoires de leurs emprunts ou des maintiens des lignes court terme de découvert ou de facteur, tout simplement pour permettre de donner une certaine visibilité à la trésorerie et de la société, et donc que cette dernière pérennise son activité. Ensuite, si vous n'avez pas cette visibilité en trésorerie qui est nécessaire, si les leviers que je viens d'évoquer ne permettent pas d'envisager une pérennisation de l'activité, ou si tout simplement vous avez non pas des difficultés de bilan, mais des difficultés de compte de résultats, c'est-à-dire que soit un réel problème de chiffre d'affaires ou alors un réel problème de surcharge, dans ce cas-là, il vaut mieux se tourner vers une procédure dite collective où les outils coercitifs seront les outils seront bien plus coercitifs pour réduire rapidement les charges et donc permettre un retour à la rentabilité. Comme il est précisé dans ce slide, le recours aux procédures judiciaires vous permet également de sécuriser votre trésorerie puisque, comme il est indiqué, il y aura prise en charge des salaires impayés à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Attention, précision importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'AGS ne garantit pas le paiement des salaires dus à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puisqu'il n'y a pas état de cessation des paiements. Je passe peut-être la parole à ce titre, il y a une question, Laurent, qui est l'AGS intervient pour les salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement, mais pas pour les salaires qui sont dus à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Oui, tout à fait. Alors, oui, je pense que c'est une affirmation de la personne que je connais par ailleurs. Donc, c'est effectivement, l'AGS intervient pour les salaires antérieure à la procédure de redressement judiciaire, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il y a état de cessation des paiements et l'article 3253-8 du Code du travail le précise expressément. Par contre, elle n'intervient pas à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour prise en charge des salaires impayés à l'ouverture. Très bien. Et alors peut-être juste la dernière question qui était posée, qui est celle des supports de publicité pour les associations. Donc si une association est concernée, alors effectivement on l'a peut-être pas précisé clairement, mais les associations peuvent parfaitement bénéficier de toutes les dispositions qu'on a expliquées. Simplement, au lieu de saisir le tribunal de commerce, elles font saisir le tribunal judiciaire. Et pour la publicité des ouvertures de procédures collectives à l'encontre d'associations,
on aura une publication dans le BODAC, donc bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Et de la même manière en fait que pour une société commerciale, si à terme l'association est liquidée et qu'elle est radiée, je pense qu'il y a une publicité complémentaire dans le journal officiel association. Mais voilà, on est vraiment sur les mêmes mesures de publicité. Sachant que de manière générale, toutes les procédures que nous venons de décrire, que ce soit mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, sont applicables à l'ensemble des sociétés commerciales comme des associations ou toutes ces formes qui relèvent du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce. On est bien sur des procédures qui sont applicables pour toutes les formes d'activité. Bien, merci beaucoup. On va passer au deuxième chapitre, état des lieux. On va vous présenter quelques leviers de trésorerie. Voilà, donc première étape, qu'est-ce qui peut rendre les actifs liquides à court terme et réduire raisonnablement les décaissements programmés? Vous avez des actions possibles pour rendre vos actifs beaucoup plus liquides. Alors, c'est avoir recours à la facturage, mobilisation du poste client. On vous rappelle que BPI France a mis en place donc une possibilité d'affacturage qui peut aller jusqu'à 130% des factures cédées. Le gouvernement a également lancé le paiement anticipé des crédits d'impôt. Autre solution, le PGE, prêt garanti par l'État. Ça, je vous invite à vraiment vous intéresser à ce dernier point parce qu'il est quand même extrêmement intéressant. Vous pouvez solliciter auprès de vos banques un prêt qui va être garanti à 90% par l'État, à concurrence de 25% de votre chiffre d'affaires. Il faudra juste, c'est montrer au travers d'un prévisionnel que ce prêt PGE que vous sollicitez répond bien à un besoin né de la crise Covid-19. Comment ça fonctionne ce PGE? Vous allez avoir une avance de trésorerie pendant un an sans remboursement. Le seul coût que vous avez pendant un an, c'est juste les frais de la garantie BPI, c'est 0,25%. Et au bout d'un an, vous pourrez vous prononcer. Soit finalement, vous n'avez pas eu besoin ou vous avez récupéré votre trésorerie avec la remise en route et vous remboursez le PGE. Le dossier est terminé, soit au contraire les difficultés sont encore là et vous avez besoin de garder du financement et auquel cas vous pouvez demander à ce que le remboursement soit étalé sur 5 ans. Autre solution également qui n'est pas notée, c'est toujours aussi le leaseback. Quand on a la propriété de biens immobiliers, il y a possibilité de refinancer ces biens en leaseback pour obtenir du cash. Autre levier également possible, c'est comment réduire ces décaissements. Le gouvernement a mis en place des mesures de différé de paiement des charges sociales, y compris d'ailleurs les charges salariales, à partir de mars, sur 3 mois, donc mars, avril, mai. Les charges sont reportées. Vous avez également toujours le processus CCSF, comité des chefs de services financiers. La CCSF donc réunit les représentants des organismes sociaux et fiscaux. Et là, vous pouvez demander un moratoire sur une plus longue période, jusqu'à 24 mois, du remboursement, disons, de vos dettes fiscales et sociales. C'est un dispositif qui est souvent utilisé dans le cadre de procédures amiables. Ça laisse, je dirais, le temps à la société de mettre en place les différentes mesures d'action de retournement pour se remettre, je dirais, dans les clous. Il y a également des possibilités de transférer vos moratoires de 3 mois sur le processus CCSF. Alors, normalement, la CCSF n'accepte que la part patronale des cotisations URSSAF, c'est-à-dire qu'il faut payer les charges salariales, mais j'ai entendu dire que dans certaines régions, la CCSF acceptait de prendre en compte le salarial et le patronal de ce qui avait été différé dans le cas des mesures du Covid à compter de mars. Autre mesure également qui existe, c'est demander la suspension de 6 mois des charges des remboursements d'emprunts et des échéances de crédit bail. Pas mal d'entreprises l'ont appliqué pour se donner ce ballon d'oxygène.
Et pour les petits dossiers, la suspension des règlements de loyer et de frais d'énergie, sous réserve bien sûr de répondre aux conditions de seuil. Cette dernière mesure est vraiment réservée aux petites entreprises qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires et qui emploient moins de 10 salariés. On peut vraiment voir que les pouvoirs publics se sont fortement mobilisés pour aider les entreprises à passer cette crise. Alors certes, la reprise, on se rend compte aujourd'hui que la reprise n'est pas si évidente que ça et que le PGE quand même va permettre de donner un petit peu plus de temps pour repartir et retrouver, je dirais, des conditions d'exploitation qu'on pouvait avoir avant la crise. Aurélie, je te laisse présenter la suite. Oui, alors par contre, on a une question sur justement le report des charges, à savoir les charges. Alors, je suppose que ce sont les charges sociales, fiscales, etc. de mars-avril, mais sont reportables jusqu'à quel délai? Alors voilà, si c'est bien ce type de charge. Alors, selon moi, ça va dépendre du type de procédure dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure de gré à gré, c'est-à-dire de négociation directement avec votre URSSAF ou SIE, on voit des moratoires, alors je ne vais pas parler pour eux, mais qui vont on va dire de 3 à 9 mois, voire peut-être 12, mais généralement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est 6 mois. Si vous entrez dans des procédures globalisées, par exemple mandat ad hoc conciliation, où vous allez saisir directement la commission des chefs des services financiers, CCSF, vous pouvez obtenir des moratoires un peu plus importants. Il n'y a pas de délai préfixe, mais effectivement, on a déjà vu des moratoires sur 24, 30, 36 mois. Okay, et sachant également qu'avec nos fameuses ordonnances Covid, au-delà du moratoire, il y a aussi eu une interdiction des poursuites. C'est-à-dire que, par exemple, en matière de loyers commerciaux, on avait un gel. En fait, il n'y a pas de… Contrairement à ce qu'on a pu penser dans un premier temps, il n'y avait pas du tout d'annulation des loyers commerciaux, mais c'était bien, en fait, l'interdiction d'exiger de manière forcée ou de mettre en œuvre les clauses résolutoires ou les clauses pénales ou de faire courir des intérêts, etc. Et en fait, c'est jusqu'au 23 juillet. Alors, sauf nouveaux textes, puisqu'il en sort quand même assez régulièrement. Mais c'est vraiment, en fait, type de créance ou type de dette par type de dette. L'idée, c'est si vous trouvez effectivement un accord de gré à gré, vous obtiendrez des délais plus longs. Étant rappelé également qu'on a toujours cette fameuse possibilité de solliciter, alors avant c'était l'article 1244-1 du Code civil, qui est devenu 1345, je pense, du même code. On peut solliciter du tribunal, enfin du président du tribunal, d'obtenir des délais de paiement jusqu'à 2 ans. Donc, autrement dit, si vous discutez voilà, sur le report a priori des charges à la fin de l'état d'urgence ou dans un délai qui n'excédera pas le 23 août, dans tous les cas, a priori, tout redevient exigible et on peut voir la mise en œuvre des éventuelles clauses résolutoires des diverses conventions qui ont régénéré cette dette de l'entreprise. Mais ça n'empêche pas que vous utilisiez cette période pour obtenir des délais autres, soit par la voie judiciaire, en demandant donc jusqu'à 2 ans, soit par la voie de procédures amiables, comme on les a évoquées par ailleurs. Voilà. Alors, je vois qu'on a aussi une autre question qui est un peu plus complexe sur en gros, sur la problématique d'obtenir le paiement complet d'une créance éventuellement antérieure pour continuer en fait un contrat postérieurement au jugement d'ouverture. C'est une question sur laquelle on reviendra vers vous, puisque d'abord, ça nécessite de la regarder peut-être de manière plus complète. Mais voilà, nous, on a l'identité de la personne qui pose cette question et on reviendra vers elle sur le sujet, parce que je pense qu'il faut peut-être regarder plus précisément le contrat en cours. Alors sur le slide, donc sur ce slide suivant, sur alors j'ai pas fait de la mobilisation des pouvoirs publics, mais c'était simplement la reprise de ce qui avait été exposé par Christophe Noni, donc vraiment tout ce qui a été mis en place sur le choc lié à l'urgence sanitaire. Donc, mais que vous connaissez maintenant, j'allais dire malheureusement tous par cœur, tout ce qui est recours à l'activité partielle, suspension et report des échéances de prêt, les mensualités de crédit bail,
report étalement des loyers, des factures d'eau, de gaz, d'électricité. Alors à ce titre, il y a eu tout un débat que vous aurez suivi sur est-ce qu'on est ou pas en force majeure, quid des loyers, quid des factures, etc. Il y a eu 2 décisions qui ont été rendues. La fameuse décision alors ça reste des décisions de référé quand même, hein. La décision rendue à l'encontre de la société AXA au bénéfice d'un groupement de restaurateurs ou d'une chaîne de restauration sur le fait de savoir si l'assurance devait couvrir la perte d'exploitation et le tribunal de commerce de Paris en référé a fait droit à la demande présentée par les restaurateurs, étant précisé que dans ce cas bien précis, sur l'assurance perte d'exploitation, il n'y avait aucune exclusion liée à une éventuelle pandémie, ce qui, pour le coup, est souvent le cas contraire dans les divers contrats d'assurance. Et puis, une deuxième décision qui a été rendue ce 20 mai par le président du tribunal de commerce de Paris, en fait, à l'encontre de Engie EDF, qui, là encore, reconnaît le caractère de force majeure liée à cette pandémie. Et donc voilà, là-dessus, je pense qu'on aura un contentieux assez fourni qui va se dérouler. Sur les différentes mesures, donc le PGE prêt garanti par l'État, l'absence de pénalité de retard pour les marchés publics, les différentes aides, tout a été, je pense, balayé assez complètement par Christophe. Sur le fonctionnement des tribunaux, alors effectivement, si vous devez déclarer l'état de cessation des paiements, encore faut-il pouvoir le faire. En temps normal, c'est le dirigeant ou alors un mandataire avec un pouvoir, même s'il est avocat, c'est l'un des rares cas, doit se rendre au tribunal de commerce où il va remettre sa déclaration d'état de cessation des paiements. Évidemment, c'était devenu très compliqué à compter des mesures de confinement. Et donc, il a été possible de saisir le greffe par tout moyen d'une demande d'ouverture d'une procédure collective, donc précisément par mail, ça a été la mesure retenue à peu près partout. L'idée, c'était également de pouvoir travailler par visioconférence. On a eu la chance à Lille d'avoir en fait un maintien complet des audiences à Lille ou dans pas mal de tribunaux de la région, le cas échéant par Skype, par téléphone, etc. L'idée, encore une fois, ça n'est pas parce qu'on ne peut pas sortir ou parce que les juridictions n'ont pas toutes rouvertes qu'il faut attendre et qu'on ne peut rien faire. Voilà, et de toute façon, l'activité reprend puisque les audiences ont repris, reprendront totalement normalement à compter du 2 juin. Oui, donc effectivement, s'agissant du tribunal de commerce de Lille Métropole, il réouvre effectivement pour les audiences physiques en présentiel à compter de la semaine prochaine, comme vient de vous le dire Aurélie. Alors sur les principales adaptations du droit liées à la crise Covid, je vais aller très rapidement, premièrement parce que le temps passe et deuxièmement parce qu'on vous l'a déjà exposé. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que pour les plans de sauvegarde et redressement, si vous êtes en plan de sauvegarde et redressement, vous pouvez obtenir des délais. L'ordonnance du 27 mars est venue donner des délais qui peuvent être de 3, 6, voire 1 an, et l'ordonnance du 20 mai 2020 qui vient donc de sortir, précise que le délai peut encore être augmenté de 2 ans. Donc là, il faut tout simplement vous rapprocher de votre commissaire à l'exécution du plan pour qu'il vous assiste dans la renégociation de ce plan. Et ensuite, de manière générale, c'est tout simplement une modification des délais avec soit un gel, soit une prise en charge, par exemple sur la prise en charge de la GES, plus rapide. L'idée générale de ces 2 ordonnances, 27 mars et 20 mai, c'est tout simplement d'adapter le droit du livre 6 du Code de commerce pour permettre une prise en charge plus rapide, une assistance plus rapide aux sociétés qui sont en difficulté. Merci Laurent. On va aborder, il nous reste 7 minutes, on va aborder quelques outils, c'est très rapide. Le processus type de la démarche à suivre, c'est ce que nous suivons nous dans notre département restructuring. La première étape, c'est de faire le diagnostic et de comprendre l'origine des difficultés. Pourquoi la société a des difficultés? Qu'est-ce qui a causé les difficultés? Et à partir de là, je dirais, une fois qu'on a identifié les difficultés, on peut les isoler, on peut montrer l'impact que ça a sur le P&L et également sur la trésorerie. Et il va falloir préconiser donc des solutions pour aider la société à rebondir sur ces difficultés. Et tout le travail d'analyse qui est fait, c'est voilà, de bien identifier ces solutions et de les modéliser en intégrant tous les leviers qui pourront être activés pour aider la société à passer le cap, lui donner un peu plus de temps si on va par exemple vers une procédure amiable. L'idée, ça va être aussi de négocier avec les créanciers pour obtenir
des délais, des reports d'échéances. Et là, je dirais, l'objectif final, c'est d'arriver à un accord avec les créanciers, avec des modalités de remboursement qui pourront être sur 24 à 36 mois dans le cas de procédures amiables. Aurélie, tu nous parles du protocole. Alors, mandat ad hoc, effectivement, et conciliation. L'idée, c'est évidemment de pouvoir aboutir à un accord avec les divers créanciers de l'entreprise. Et pour ça, de pouvoir assister en fait l'entreprise dans le cadre de ces négociations, assister l'entreprise dans sa requête au président du tribunal pour que celui-ci ait une bonne connaissance du dossier et soit à même justement d'appuyer si nécessaire et si on rencontre un point de blocage avec un créancier particulier. Et puis de rencontrer avec l'entreprise le conciliateur pour lui présenter tout ce qu'on va lui dire à lui et qu'on n'exposera pas forcément nécessairement à tous ses co-contractants ou créanciers. Si on a parfois une dissension entre associés ou une difficulté qui vient d'être surmontée ou s'il existe un contrat qui est particulièrement essentiel, tous ces éléments sur lesquels il est possible en fait d'aider l'entreprise à la fois pour faire un diagnostic de ses forces et de ses faiblesses, mais aussi de l'aider à n'être pas seul en fait face à des partenaires nombreux. Voilà là-dessus. Alors, je vois qu'on a des questions sur la possibilité de renégocier des loyers commerciaux à la baisse au regard de la baisse d'activité. Je vous dirais bien, tout est possible, tout est réalisable. Je pense que précisément, il faut initier des discussions avec les bailleurs. C'est de toute façon ce qui est en cours. On en voit un certain nombre passer avec une position au départ qui était une position de principe des preneurs à bail qui était nous ne paierons pas parce que c'est fermé. Et puis finalement des discussions qui se sont ouvertes. On a vu certains bailleurs qui avaient fait cadeau du mois d'avril, d'autres qui circularisent leurs preneurs en proposant des remises partielles sur les mois de reprise ou un étalement. Donc oui, je pense que tout à fait on peut discuter. Alors de la même manière, sur des questions sur les contrats sans exclusion pandémique, j'allais dire tout dépend effectivement au cas par cas de ce qui a été fait, de ce qui a été échangé avec l'assureur, mais si une entreprise a souscrit un contrat perte d'exploitation et qu'il n'y a pas d'exclusion, il faut solliciter son assureur et voir quelle est la réponse qui est faite et s'il y a un intérêt à pouvoir pousser le cas échéant un peu plus loin pour faire valoir, si c'est effectivement ce qui est prévu dans le contrat, les droits de l'entreprise. Laurent, un petit point sur procédure collective, plan de cession. On a perdu Laurent. Allô, allô. Vous m'entendez ? Oui. Pour revenir rapidement sur la renégociation des loyers commerciaux, c'est également ce que l'on fait en mandat ad hoc ou en conciliation. Et généralement, ça permet, s'il y a un accord, d'avoir tout simplement un accord constaté par un président de tribunal qui donne force exécutoire à cet accord et qui peut permettre également aux bailleurs d'éviter, selon moi, quelques problématiques fiscales futures. Alors, sur procédure collective et plan de cession, donc là, finalement, l'apport de l'expert comptable dans ces procédures, tout comme d'ailleurs en mandat ad hoc et conciliation. Très rapidement, vous ouvrez une procédure collective, tous les 2 ou 3 mois, vous allez faire le point dans les audiences du suivi auprès d'un tribunal. Et bien là, le tribunal va demander tout simplement, généralement 2 choses, une situation comptable de la période d'observation et des prévisions d'exploitation et de trésorerie actualisées, tout simplement pour constater ce qui a été fait et vers où l'on va. Et ces éléments, il est demandé qu'elle soit validée par un homme du chiffre, un homme de l'art et donc un expert comptable. Donc c'est bien ce qui vous est indiqué ici. On va demander des prévisions d'exploitation, des prévisions de trésorerie par décade ou hebdomadaire. Ces mêmes prévisions d'exploitation et ce qu'on va appeler l'IBR, l'Independent Business Review, sont également indispensable dans tout ce qui est procédure amiable, mandat ad hoc et conciliation. Et cet élément, réalisé par l'expert comptable en lien avec le dirigeant, sera scruté par les fournisseurs et l'ensemble des créanciers, puisqu'il servira de base aux demandes de moratoire des créances qui seront formalisées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. En plan de cession également, l'expert comptable intervient de manière privilégiée puisque tout simplement, il va bâtir les prévisions d'exploitation et de trésorerie, non pas de la société en difficulté, mais du repreneur. Et cette capacité à pérenniser l'activité
c'est-à-dire qui sera matérialisé par le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, eh bien, est un des éléments de prise en compte du tribunal pour arrêter ou non l'offre qui lui est présentée. Merci Laurent. Il y a une question également sur le cas de holding. Alors c'est un peu particulier peut-être avec un montage LBO. On a le nom de la personne, peut-être qu'on reviendra directement vers vous pour vous apporter des précisions en fonction du contexte. En tout cas, on a bien noté votre question. Il est 9h59. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? N'oubliez pas, déclaration de cessation de paiement, c'est vraiment l'élément clé. Alors, en quelques étapes, comment on procède pour une déclaration de cessation de paiement? On établit d'abord une prévision de trésorerie. Il va falloir s'assurer que la société qui rentrera en redressement judiciaire sera en mesure de financer son activité, sa poursuite d'activité. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi peut-être penser à garder un peu de trésorerie. Regardez bien sûr la date à laquelle on va faire la déclaration. Ça tombe peut-être avant les paiements des salaires. Également sécuriser donc votre cash, tout ce qui peut être aussi flux de transport, approvisionnement. Vous savez qu'il y a la loi Guesso qui permet aux transporteurs de se retourner sur les clients. Il y aura également l'incidence des clauses de réserve de propriété. Enfin bref, il faut quand même faire un petit inventaire de la situation lorsque l'on prépare cette DCP. Et ensuite, la DCP, c'est un imprimé qui fait 5-6 pages. On détaille les actifs. On met également la liste des dettes échues à échoir. Ce document-là, c'est pas une vraie situation, hein. On prend les chiffres les plus récents possibles que l'on peut avoir à partir de la comptabilité. On présente également l'activité, rapidement la nature des difficultés. On explique pourquoi il faut aller vers un redressement judiciaire plutôt qu'une liquidation. L'idéal, c'est de joindre aussi un prévisionnel de trésorerie à 6 mois, puisque ce sera demandé très rapidement. Et enfin, il y aura également donc une information à donner aux représentants du personnel. Vous savez que dans le cadre de procédures collectives, on doit être accompagné du représentant des salariés. Et dernière étape, on dépose la déclaration au greffe du tribunal. Donc, dans le cadre de la procédure actuelle, on peut le faire par dépôt dématérialisé, alors qu'avant, il fallait se présenter au greffe. Quand vous déposez votre déclaration de cessation du paiement, si on prend le cas de Lille, par exemple, si vous déposez avant le mercredi midi, vous êtes convoqué le lundi pour une audience d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou de sauvegarde si vous avez demandé cette procédure-là. Je ne sais pas si Laurent, tu souhaites apporter une précision par rapport à ça? Non, en synthèse, deux idées très rapides. La première, c'est anticiper vos difficultés. Plus vous les anticiperez, plus vous aurez de chance finalement de sauvegarder et de pérenniser votre activité. Et la deuxième, c'est si jamais vous devez aller vers une procédure collective, le tribunal de commerce n'est vraiment pas là pour casser de l'entreprise. Leur idée principale dans le traitement des difficultés de l'entreprise, c'est bien de sauvegarder et pérenniser l'activité. Eh bien, merci à tous. Il est 10h02. On a débordé de 2 minutes. Ça a permis, disons, de répondre à un maximum de questions. On a noté les 2 questions là, sur lesquelles on n'a pas répondu, mais on reviendra vers vous. On vous souhaite une bonne journée. On espère vous avoir apporté un éclairage un peu plus précis sur les différentes procédures et de la manière de les aborder et de les choisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.